Nous sommes le 30 août 2017. La rentrée universitaire bat son plein à Temple University en Pennsylvanie. Les étudiants reprennent le rythme, les soirées s'enchaînent, les rêves reprennent forme. Parmi ces étudiants, il y a une jeune femme de 22 ans, pleine d'idéaux, passionnée de justice sociale et amoureuse du cinéma, Jenna Burleg. Mais cette nuit-là, tout va basculer. Parce que Jenna est sortie faire la fête avec des amis. Une soirée banale, comme tant d'autres sur un campus universitaire. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse, littéralement, sans laisser de traces. Au fil des heures, l'inquiétude monte, les appels restent sans réponse. Dans cette vidéo, nous allons revenir ensemble sur cette histoire glaçante avec ces questions. Qui est Jenna Burleg? Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Et comment une simple soirée entre étudiants va se transformer en véritable cauchemar national? Jenna, c'est donc cette jeune femme, elle a 22 ans, elle vit à Harlesville en Pennsylvanie avec sa famille. C'est une petite ville calme située à 1 heure au nord de Philadelphie. Elle est l'aînée de 3 enfants. Et dès qu'on prononce son nom, autour d'elle, il y a une chose qui revient tout le temps. Jenna veut changer le monde. Elle vient tout juste d'intégrer Temple University pour y étudier le cinéma. Elle a quitté Montgomery County Community College où elle a obtenu son diplôme avec succès. Ce changement d'université, c'est pour elle un nouveau départ, un moyen de combiner sa passion pour l'image avec ses idéaux humanistes. Parce que Jenna ne passe jamais inaperçue. Elle est grande, brune, souvent coiffée d'un bonnet ou d'un chapeau, elle a un look un peu bohème, une énergie solaire. Et surtout, elle a cette faculté rare d'écouter les autres, mais de vraiment les écouter. Elle est passionnée par la justice sociale, elle participe à des manifestations, elle milite pour les droits des femmes, contre les violences sexuelles notamment, et elle vient en aide aux sans-abri. En fait, elle prépare des sacs remplis de produits essentiels qu'elle distribue dans les rues de Philadelphie. Ça, c'est son idée. Elle les appelle des actes de bonté anonymes. Preuve en est ce long message que j'ai réussi à retrouver qui date du 3 décembre 2015 dans lequel elle appelle à la solidarité de ses amis. Les amis de Facebook, c'est l'hiver apparemment, donc je vais supposer qu'il va finir par devenir super froid et merdique ce que personne n'aime. Mais nous avons tous la chance d'avoir tout ce dont nous avons besoin, même si ce n'est pas tout ce que nous voulons. Mon âme est triste qu'il y ait des gens qui n'ont rien. Ils sont obligés de vivre dans le froid, alors on se demande pourquoi leurs cœurs sont si glacés. Les personnes sans abri ne sont pas toutes sous le stéréotype que la société leur a donné. C'est important de réaliser que nous vivons tous dans nos propres réalités. Nous avons tous une histoire qui nous a façonnés en la personne que nous sommes et nous a guidés vers l'endroit où nous sommes dans la vie. Donc au lieu de prétendre que je m'en soucie, comme je l'ai toujours fait, je vais enfin prouver que je le fais. Ce que nous devrions tous faire. Ce que je veux faire cet hiver, c'est de fabriquer des sacs à dos, sacs de bénédiction, pour les sans-abri locaux. Cela étant dit, si l'un d'entre vous a des articles essentiels pour l'hiver à donner, de la nourriture, des articles de toilette, des cartes cadeaux, etc. Sur les réseaux sociaux, elle partage des citations féministes, des articles sur les luttes sociales et ses propres pensées, comme celle-ci, une pensée qui va rester gravée. Je veux changer le monde, je veux faire une différence, je veux me battre pour ce qui est juste. Elle écrit aussi des poèmes, elle rêve de tourner des films engagés, elle veut raconter les histoires que personne n'écoute, et derrière cette soif de justice, il y a aussi une sensibilité à fleur de peau. Jenna est émotive, intense, un petit peu anxieuse parfois, mais toujours tournée vers les autres. Ses proches, c'est simple, la décrivent comme brillante, drôle, profondément gentille. Elle est très proche de son père qui s'appelle Ed, un père qu'elle appelle souvent pour discuter de tout et de rien. Le jour de sa disparition d'ailleurs, elle lui envoie un message. « Ne t'inquiète pas papa, je suis en sécurité. »
Malheureusement, et ça elle ne le sait pas encore, mais ce message sera le tout dernier qu'elle lui enverra. Vous l'avez compris, Jenna n'a pas ce profil à risque, elle n'a pas d'ennemis, pas de problème judiciaire, aucune dette, c'est simplement une jeune femme ambitieuse, curieuse, engagée, et ce soir-là, ce fameux soir-là, elle veut juste passer un bon moment avec ses amis. Le jeudi 31 août, dans la matinée, les parents de Jenna vont essayer de la joindre, mais sans succès. Son téléphone sonne une fois et tombe directement sur sa messagerie, et ça, ce n'est pas dans ses habitudes. Son père, Ed, va commencer évidemment à s'inquiéter. Il appelle les hôpitaux, il contacte certains de ses amis, mais personne ne l'a revue après cette fameuse soirée qu'elle devait passer avec ses copains. Il envoie un message alors à sa fille, en lui disant « Où es-tu, Jenna ?» Mais pas de réponse. Le jeudi 31 août, dans l'après-midi, la famille de Jenna signale officiellement sa disparition à la police de Philadelphie. Voici d'ailleurs l'appel à témoins laissé par sa sœur Janelle sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous. Ma sœur Jenna Burleg a disparu depuis jeudi matin. Elle a été vue pour la dernière fois quittant le pub web à Philadelphie par l'université de Temple à 2h du matin le jeudi. Si quelqu'un a vu ou entendu parler de Jenna, veuillez me le faire savoir ou le dire à mon père. Au 215 588 5320. S'il vous plaît, partagez ce post si vous êtes dans la région. Merci. Et rapidement, les autorités prennent cette plainte au sérieux parce qu'ils voient bien que Jenna n'est pas du genre à disparaître sans prévenir. Elle est très proche de sa famille, encore une fois. Ça ne lui ressemble pas. Une enquête commence, les policiers interrogent les amis de Jenna, ils récupèrent aussi, et ça c'est important, les images de vidéosurveillance du quartier et du bar en question, pour revenir sur cette fameuse soirée. Et c'est là qu'on comprend un petit peu l'organisation de la soirée de Jenna. Entre 21h et 22h, Jenna quitte sa résidence étudiante dans le quartier universitaire de Temple University. Elle prévoit de rejoindre des amis au pub web, qui est un bar fréquenté par les étudiants. Elle est souriante, elle est habillée simplement, en mode décontracté, parce que c'est une soirée de rentrée. L'ambiance est légère. Personne ne remarque quoi que ce soit d'inhabituel chez elle. Entre 22h et 1h30 du matin, donc dans la nuit du 30 au 31 août, Jenna profite de cette soirée au bar. Elle discute avec plusieurs personnes, et notamment avec un jeune homme, Joshua Huperterz. Il a 29 ans. C'est un ancien étudiant de Temple d'après les témoignages. Elle ne semble pas le connaître, mais tous les deux, ils parlent longuement. Les caméras de vidéosurveillance du pub en question enregistrent des images du duo. Ils discutent, ils boivent, ils semblent proches. Des témoins diront plus tard qu'ils ont dansé, qu'ils ont rigolé. Ils ont passé du temps ensemble, comme deux jeunes adultes qui se rencontrent en soirée. Rien, à ce moment-là, ne laisse présager le pire. À 1h37, les caméras de vidéosurveillance extérieure captent Jenna en train de quitter le bar en compagnie de ce jeune homme. Il marche à pied vers l'appartement de Joshua, qui est situé à quelques rues du bar. En fait, il habite un sous-sol dans un immeuble résidentiel du quartier. L'adresse 1700 Block of North 16th Street. Il fait nuit, les rues sont calmes, personne ne semble les suivre. Entre 1h40 et 2h du matin, là c'est selon la police, Jenna et Joshua entrent ensemble dans l'appartement. Et ce sont en fait les dernières images de Jenna vivante, parce qu'à partir de là, elle ne donne plus aucun signe de vie. Les voisins vont expliquer un petit peu plus tard avoir entendu un bruit sourd, comme une dispute, puis un grand fracas. L'un d'eux d'ailleurs explique avoir entendu des cris étouffés. Mais à cette heure tardive, et ça, c'est malheureusement
Problématique, personne n'a appelé la police. Tout le monde a pensé qu'il s'agissait d'une querelle amoureuse ou que des jeunes étaient un petit peu trop bruyants. Avec ces images, les enquêteurs ont donc la certitude que la dernière personne qui a croisé la route de Jenna, c'est ce fameux Joshua. Et ils vont s'intéresser à ce Joshua. Ils découvrent donc que c'est un ancien étudiant, certains le connaissent, un étudiant qui n'a plus vraiment de lien direct avec l'université puisqu'il travaille, il est censé avoir une activité mais ce n'est pas très régulier. Il a déjà eu quelques démêlés avec la justice mais rien d'important finalement, en tout cas rien n'indique qu'il puisse être lié à un crime grave, en tout cas jusqu'à présent. Les policiers se rendent à l'appartement en question. Ils arrivent devant la porte, il y a un silence assez perturbant. Ils frappent plusieurs fois. Personne ne répond, alors ils décident de rentrer, de faire une perquisition. À l'intérieur, il n'y a aucune trace de Joshua, aucune trace de Jenna. Mais le problème, c'est que les enquêteurs vont trouver des indices accablants. Ils découvrent de nombreuses éclaboussures de sang près de l'évier de la cuisine, sur la porte arrière et sur le couvercle d'une poubelle. Le sang semble avoir été nettoyé, mais certaines traces subsistent. Des produits de nettoyage, des linges souillés et des objets déplacés suggèrent qu'une scène de violence a eu lieu dans l'appartement. La police trouve également entre 10 et 15 sacs de marijuana dans une tête d'oreiller et environ 20 000 $ en espèces. Ça laisse peu de doute sur l'implication de ce Joshua. Et au fur et à mesure que l'enquête progresse, les policiers se rendent compte que Joshua a quitté Philadelphie. Et dans les heures qui ont suivi la disparition de Jenna, il n'est plus à son appartement, c'est sûr, mais il n'est même plus dans la ville. Il est parti. Les autorités surveillent alors les ports, les aéroports pour essayer de le localiser. On examine ses comptes bancaires et c'est grâce à ces comptes bancaires qu'on retrouve sa trace à Wayne County, dans le nord de la Pennsylvanie. Les policiers s'y rendent et là tombent nez à nez dans la rue avec Joshua, qui, c'est ce qu'ils comprennent, essayait encore de fuir. Il est arrêté le 2 septembre 2017 après 2 jours de cavale. Le tournant majeur de cette enquête va survenir lorsque Joshua va être placé en garde à vue. Lors de son interrogatoire, il va expliquer où il a caché le corps de la jeune femme. Effectivement, il l'a transporté à plus de 200 km de Philadelphie, dans cette région isolée de la Pennsylvanie, Wayne County. C'est là qu'il a caché le corps dans une dépendance de la maison de sa grand-mère qui était absente. Les enquêteurs se rendent dans cette maison, dans cette dépendance, et trouvent le corps de Jenna, dans un bac en plastique, partiellement enterré sous des branches. Le corps est en partie enveloppé dans des draps et des couvertures. L'autopsie révèle que Jenna a été victime d'une violente agression. Elle a été battue à la tête et poignardée à plusieurs reprises. La brutalité de l'attaque laisse les enquêteurs sous le choc. Joshua finit par avouer. Il avoue qu'il a bel et bien tué Jenna dans un accès de rage après une dispute violente dans son appartement. Il décrit l'agression de manière détaillée, mais il n'explique pas clairement pourquoi il a agi ainsi. Il mentionne qu'après avoir tué Jenna, il a décidé de dissimuler son corps et de fuir la ville dans un état de panique. En seulement quelques jours, l'enquête sur la disparition de Jenna, qui s'est transformée en une enquête pour meurtre, a été résolue grâce à la réactivité de la famille, grâce aux policiers, grâce aussi aux nouvelles technologies. Les localisations GPS, la vidéosurveillance. Mais bien que l'arrestation et la découverte du corps aient apporté des réponses, pour la famille de Jenna, le vide laissé par sa disparition demeure une douleur qui ne pourra jamais être comblée. Après avoir été arrêté le 2 septembre 2017, Joshua Huberters est formellement inculpé pour meurtre au premier degré et dissimulation de cadavres. Il est également accusé de tous les chefs de violence domestique, notamment pour avoir attaqué brutalement Jenna avant d'abandonner son corps dans un endroit isolé, où il a tenté de cacher son crime. Lors de sa comparution initiale devant le tribunal, Joshua plaide non coupable des charges portées contre lui. Son avocat explique qu'il souffrait de troubles mentaux et d'une forme de dissociation. En fait, il tente de le protéger d'une condamnation à la peine capitale, la peine de mort. Mais malgré cette défense, les preuves accablantes sont irréfutables. Le dossier d'accusation repose sur une solide collection de preuves. Les images de vidéosurveillance qui montrent Joshua et Jenna quittant le bar ensemble, entrant dans l'appartement de Joshua,
L'autopsie qui révèle des blessures graves à la tête et au torse de Jenna, ainsi que l'ADN retrouvé sur la scène de crime. Les preuves matérielles telles que les traces de sang dans l'appartement de Joshua, la découverte du corps à Wayne County ainsi que les aveux de Joshua corroborent les détails de l'enquête. Il n'y a aucune possibilité raisonnable de contester sa culpabilité. La défense tente de faire valoir plusieurs arguments, notamment que Joshua aurait agi sous l'effet d'une impulsion incontrôlable et que ses antécédents familiaux et ses problèmes mentaux encore pourraient expliquer son comportement. Des témoins de sa famille et des experts en santé mentale sont appelés à témoigner, mais leur argumentation est largement rejetée par la cour. L'argument de la défense se heurte à la brutalité de l'attaque et au fait que Joshua a essayé de dissimuler le crime, ce qui démontre un comportement prémédité. Des témoignages cruciaux vont apparaître durant le procès, les témoignages de ses anciens colocataires, ceux qui vivaient avec lui dans ce fameux appartement au moment du meurtre. Jack Milley, par exemple, l'un des deux anciens colocataires de Joshua, spécialiste aujourd'hui en kinésiologie, témoigne. Il explique qu'il s'est réveillé ce 31 août vers 13h. Et en se réveillant, il a aperçu Joshua en train de nettoyer du sang dans son appartement. Il raconte également avoir remarqué une coupure sur sa main. Quand il l'a interrogé, à ce moment-là, Joshua lui a répondu qu'il avait été ivre durant la nuit et qu'il avait cassé quelque chose. C'était comme ça qu'il s'était coupé. L'autre colocataire, c'est le cousin de Joshua, Eric Carlson. Il raconte qu'il a également vu Joshua nettoyer du sang dans son appartement le 31 août. Il l'a aidé à lui mettre un bandage sur sa main coupée. Il a raconté ensuite l'avoir aidé à déplacer une poubelle bleue vers la maison de la mère de Joshua, qui vivait pas très loin de là. Et Eric Carlson raconte qu'il ne s'est rendu compte de rien du tout. Il explique que ce matin-là, ce 31 août, ils sont montés tous les deux dans la voiture, qu'il l'a aidé à mettre cette fameuse poubelle à l'arrière. Joshua lui avait raconté qu'il devait mettre cette poubelle chez sa mère parce que c'était important, c'était du vieux débarras. Et ils expliquent que l'ambiance était plutôt cool dans la voiture puisqu'ils chantaient. Ils ont même planifié un voyage pour aller pêcher. Et quand, lors du procès, ce fameux conteneur bleu a été présenté à Eric Carlson, il a confirmé que c'était bel et bien cette poubelle. Mais ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est que Jenna était à l'intérieur. Grâce au témoignage du cousin, on sait aussi ce qui s'est passé après. Une fois qu'ils sont arrivés chez la mère, ils ont déposé la poubelle. Lui l'a laissée. Ils se sont dit, on se revoit très vite à la colocation. Et Joshua a attendu le lendemain, vers 11h, le 1er septembre, pour appeler, écoutez bien, un chauffeur VTC. Et lorsque le chauffeur VTC est arrivé, il a fait monter dans le coffre cette fameuse poubelle bleue. Le chauffeur VTC, évidemment, pensait que c'était simplement un conteneur qu'il devait livrer chez sa grand-mère. En tout cas, c'est ce qu'il a expliqué à ce moment-là. Et quand le chauffeur, lors du procès, a appris que dans ce conteneur, il y avait le corps de Jenna, il a fondu en larmes. Il s'en est voulu de l'avoir conduit sans absolument rien savoir. Et il donne des détails sur ce voyage jusqu'à Wayne County. Il explique que Joshua s'est endormi sur le siège arrière avec la poubelle à côté de lui. Et pour lui, à ce moment-là, il n'a pas agi anormalement. Tout paraissait normal. Lors de son procès, Joshua va revenir sur ses aveux. Il raconte en détail les événements de cette nuit fatale. Selon ses dires, il a eu une dispute violente avec Jenna dans son appartement. Il admet l'avoir frappée et poignardée. Mais il prétend que ça a eu lieu dans un moment de rage incontrôlable. Il dit aussi qu'après l'agression, il n'a pas su comment réagir, ce qui l'a poussé à disposer du corps dans un endroit reculé pour tenter d'échapper à la justice. Cependant, le comportement post-crime de Joshua, fuir la ville, effacer les preuves et mentir aux enquêteurs, rend ses explications moins crédibles. Beaucoup considèrent ces actions comme des tentatives de dissimulation préméditée, plutôt que d'une réaction impulsive. Le procès de Joshua Huperters est un moment de grande tension. Les parents de Jenna, notamment sa mère, Kim, et son père, Ed, sont présents dans la salle d'audience à chaque étape du procès. Leur douleur est palpable. Kim Burleg, en particulier, affronte l'homme responsable de la mort de sa fille. Elle livre des témoignages poignants sur la personnalité lumineuse de Jenna
et la perte dévastatrice qu'elle a subie. Les parents de Jenna n'hésitent pas à parler de leur fille, ils la dépeignent comme une jeune femme brillante, pleine de rêves et de promesses. Kim, sa mère, déclare que ce qui lui brise le cœur, c'est que Jenna ne pourra jamais réaliser ses rêves. Elle ne pourra jamais terminer ses études, ni avoir de famille. Elle exprime aussi son souhait que ce type de violence ne se reproduise jamais. Ed, le papa de Jenna, va poster ce message déchirant sur sa page Facebook. « Notre bel ange, Jenna, est maintenant au paradis. Et désormais, je sais avec certitude que vous pouvez avoir un cœur brisé. » Le 27 mars 2018, Joshua Upperters est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Après une délibération qui dure plusieurs heures, le jury rend son verdict. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le verdict est salué par la famille de Jenna, qui peut enfin trouver une forme de justice. Bien que la peine de prison ne ramène pas leur fille, ils estiment que c'est le minimum qu'il soit fait pour honorer la mémoire de Jenna. L'affaire Jenna Burleigh a secoué profondément la communauté universitaire de Temple University, ainsi que la ville de Philadelphie. Les étudiants, les professeurs et la famille de Jenna sont en deuil pendant plusieurs jours. Beaucoup pointent du doigt le comportement de Joshua et l'horreur du crime commis, tout en appelant à plus de vigilance et de soutien pour les jeunes femmes dans la société. La famille de Jenna, bien qu'ayant obtenu justice, ne parvient pas à surmonter la douleur. Ed et Kim Burleigh s'engagent ensuite dans des actions de sensibilisation sur la violence faite aux femmes. Ils créent des fondations et participent à des campagnes de prévention, espérant que l'histoire tragique de leur fille puisse servir à prévenir d'autres violences et à sauver des vies. Le procès de Joshua Upperters clôt officiellement le chapitre judiciaire de cette affaire. Mais pour la famille, il marque à la fois un soulagement et un vide immense. Si le coupable a été puni, Jenna, elle, ne reviendra jamais. Et sa perte demeure une blessure profonde et irréparable pour tout le monde. L'histoire de Jenna Burleigh laisse une trace indélébile. Cette jeune étudiante pleine d'espoir a perdu la vie dans des circonstances abominables. Son décès a ému bien au-delà de la Pennsylvanie. De nombreux articles ont souligné que la vie de Jenna s'est arrêtée brutalement alors qu'elle commençait seulement à changer le monde. Sa famille a lancé en son nom la fondation Jenna's Blessing Bags pour distribuer des sacs de secours aux sans-abri comme elle le faisait. En sa mémoire, ses proches appellent à la vigilance. Si son histoire nous montre l'horreur capable de surgir parmi nous, elle rappelle aussi le courage d'une jeune femme déterminée à faire le bien. Elle voulait la paix dans le monde. Son destin tragique nous invite à ne pas perdre cette foi malgré tout. Derrière chaque affaire criminelle, il y a un nom, une histoire de vie. La disparition de Jenna Burleigh sonne comme un appel à la solidarité et à l'action. Non pas à la peur, comme l'écrit sa sœur. Jenna voulait la paix dans le monde. Son destin tragique nous invite à ne pas perdre cette foi malgré tout. Nous nous souvenons d'elle comme d'une âme lumineuse éteinte trop tôt. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je pense que je vous l'ai dit il y a quelques temps, mais je suis en train de préparer les prochaines vidéos, celles de cet été, puisque j'aurai pas le temps d'enregistrer. J'essaie de vous proposer un maximum d'histoires pour juillet et août. N'hésitez pas à me donner des histoires que vous souhaitez voir sur ma chaîne et j'essaierai de les traiter. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!